La nature, lorsque nous prenons le temps de la contempler, nous offre un spectacle fascinant. Les habitants de notre planète ont tissé au fil du temps des relations complexes de collaboration, symbiose, dépendance, prédation. La Terre, c'est la planète de la vie. La vie foisonne partout. Elle court, rampe, vole. Mais pour que cette belle diversité puisse s'épanouir, la Terre a dû offrir à la vie un contexte favorable pendant près de 4 milliards d'années. Quelles sont donc ces conditions qui ont permis l'éclosion de la vie terrestre? Ces conditions essentielles pourraient-elles exister ailleurs et aboutir à d'autres écosystèmes? Pour tenter de répondre à ces questions, les scientifiques explorent le cosmos à la recherche de traces de vie. Ils ont construit de gigantesques télescopes pour scruter l'univers et écouter les murmures des étoiles. Mais l'espace est resté désespérément muet. Les scientifiques ont lancé des sondes jusqu'aux confins du système solaire. Mais elles n'ont renvoyé que des images de planètes hostiles. Et depuis 25 ans, les astronomes ont découvert dans notre galaxie des milliers de planètes d'une incroyable diversité. Autant de mondes étranges, sans trace de vie. Pas une planète qui ressemblerait à la nôtre. Alors, la Terre serait-elle unique ? Les scientifiques vont nous raconter une histoire fascinante, celle de l'évolution de la Terre, une boule de glace et de poussière, devenue ensuite la planète de la vie. Depuis leur labo ou sur le terrain, ils mènent l'enquête pour comprendre les heureuses circonstances qui ont permis à la vie de s'établir ici, puis de transformer notre planète. On essaie de comprendre aujourd'hui, c'est comment effectivement, dans la diversité des possibles, qu'est-ce qui a fabriqué l'unicité de notre propre système. On a l'impression que le climat sur Terre s'est adapté pour qu'il y ait toujours un océan, que ce soit toujours propice à la vie. C'est quelque chose d'assez étonnant. Chacun dans leur discipline, ils nous racontent une étonnante saga. Depuis la naissance de notre planète jusqu'à l'écosystème actuel, c'est une histoire jalonnée d'une incroyable suite de hasards. Souvent, je fais l'analogie avec la loterie. La probabilité de gagner la loterie est très faible. Donc, au jeu de la formation planétaire, former un système comme le système solaire, avec une Terre comme la Terre, est sans doute qu'on gagnait la loterie. Les scientifiques commencent tout juste à assembler les chapitres d'une histoire tumultueuse. C'est notre histoire, une succession de coups de pouce, de coups de chance et de cataclysmes bénéfiques. Sans l'aide de Jupiter et de Saturne, sans l'éclat de la Lune, sans les comètes voyageuses, sans la puissance des volcans, sans le génie de certains micro-organismes, nous ne serions pas là. Il est possible que la vie soit exceptionnelle. Il est possible qu'il y ait de la vie nulle part ailleurs et que seule notre planète a rassemblé toutes les conditions nécessaires pour la vie telle qu'on la connaît. La Terre, en ce sens, c'est probablement unique. Quoi qu'il puisse y avoir ailleurs que l'on puisse détecter, ça sera forcément quelque chose d'extrêmement différent. C'est ce vertigineux enchaînement d'événements improbables qui a fait de la Terre une planète vivante et exceptionnelle. L'idée d'une Terre unique pourrait avoir germé en 1968, avec cette célèbre photo prise lors d'une mission Apollo. Elle a changé notre regard sur la Terre. Notre planète flotte telle une oasis dans la magnifique désolation de l'espace. Pour la première fois, bactéries, mammifères, insectes, végétaux, nous étions tous sur la photo.
Notre planète apparaît comme un unique écosystème, et encore aujourd'hui, cette image nous souffle que la Terre, coiffée de nuages et bordée d'une fine atmosphère, pourrait être singulière dans l'univers. Si la Terre a pu devenir cette accueillante boule bleue, c'est d'abord parce qu'elle est à la bonne distance du Soleil, dans une étroite zone tempérée, ni trop chaude ni trop froide, où les températures sont compatibles avec l'eau liquide, avec la vie. Mais les planétologues ont découvert que si la Terre a pu naître ici, dans cette zone hospitalière, c'est grâce à un incroyable coup de chance. Dans la jeunesse du système solaire, cette zone a failli être balayée par la planète Jupiter. Alors comment la Terre a-t-elle pu se former malgré tout ? C'est à l'Observatoire de Nice qu'a été menée l'enquête pour résoudre cette énigme. Alessandro Morbidelli a écrit une nouvelle histoire de la naissance de notre système solaire. Travailler sur l'origine des systèmes planétaires est un peu comme faire une enquête de police. Un enquêteur arrive sur la scène d'un crime et à partir des traces, il cherche à reconstruire ce qui s'est passé. Nous, à partir du système solaire actuel, cherchons à reconstruire comment le système solaire s'est formé et évolué. Quand on arrive à créer un scénario, on a un petit frisson parce qu'on se dit peut-être on s'est approché de ce qui s'est passé réellement. Les planétologues partent de la position actuelle des planètes, puis tentent de reconstituer un scénario de la formation du système solaire à coup de simulations informatiques. À l'origine, notre système solaire, comme tous les systèmes planétaires, s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière qui entourait le jeune Soleil il y a 4,5 milliards d'années. Mais notre système solaire semble avoir une structure bien différente de la majorité des systèmes planétaires découverts depuis quelques années. On pense aujourd'hui que le système solaire est un peu magique, c'est-à-dire pour faire un système solaire tel que nous le connaissons, il a fallu beaucoup d'hasard. Et donc, ça suggère l'idée que notre système solaire ne soit pas un système planétaire typique, mais soit un système planétaire relativement rare. Mais quand on cherche des planètes autour d'autres étoiles, des planètes extrasolaires, on voit que des planètes de la masse de Jupiter se trouvent plutôt à la place de la Terre. Et c'est un problème important, parce qu'évidemment, si notre Jupiter était à la place de la Terre ne serait pas là. La découverte, en dehors du système solaire, de planètes semblables à Jupiter et très proches de leur étoile, a posé un sérieux problème aux astronomes, car ces planètes géantes ne peuvent pas se former à cet endroit. Les planètes se forment dans un disque de gaz et de poussière qui entoure l'étoile naissante. Les planètes géantes se forment loin, là où il fait froid, et donc il y a de la glace qui permet à ces planètes de devenir grosses. Comme une boule de neige qui roule sur un sol enneigé, la planète va grossir encore davantage en avalant au passage toutes les poussières disponibles. Et quand une planète devient suffisamment grosse, acquiert suffisamment de masse, elle migre vers l'étoile centrale. La compréhension de ce phénomène a été une révolution. La migration planétaire explique pourquoi la majorité des planètes géantes ne restent pas sur leur orbite lointaine. Pendant leur formation, elles dérivent en spirale et se rapprochent de leur étoile. Mais alors pourquoi notre géante Jupiter n'a-t-elle pas migré jusqu'à proximité du Soleil ? Pourquoi s'est-elle arrêtée juste à temps, laissant la place libre à notre future Terre ? Et là, on s'est aperçu de l'importance de Saturne. Saturne est aussi une planète géante, et en étudiant la dynamique de Jupiter avec Saturne, nous nous sommes aperçus que Saturne peut arrêter la migration de Jupiter, voire l'inverser. Donc en fait, Jupiter commence à migrer vers le Soleil, et ensuite, quand Saturne apparaît, il y a un jeu gravitationnel un peu compliqué, mais qu'on arrive à comprendre, qui fait inverser les mouvements de migration, et les planètes repartent loin du Soleil. Grâce à Saturne, la géante Jupiter change de trajectoire. Elle quitte la zone interne du système solaire.
Et ce virement de bord sauve la Terre. Sans l'intervention de Saturne, Jupiter aurait occupé la place de notre planète. La Terre n'aurait pas pu se former et nous ne serions pas là. Notre planète a eu plus de chance que sa future voisine, Mars. Car Jupiter, pendant sa migration, a eu le temps d'arriver dans la zone où Mars est en train de se former. La planète géante avale une partie de la matière disponible, ne laissant que des miettes à Mars encore en pleine croissance. Notre voisine sera finalement 10 fois moins massive que la Terre, ce qui va ensuite réduire ses capacités à conserver une atmosphère propice à la vie. Les chances pour qu'une planète abrite de la vie semblent se déterminer très tôt, dès sa naissance. On commence à comprendre que la migration planétaire va modifier totalement la distribution des planètes après, la taille des planètes, leur position dans l'espace. De même, les chocs que ces objets vont avoir entre eux avant de se stabiliser sous forme de planètes, tout ça va fabriquer une évolution tout à fait particulière. Ça veut dire que des petits changements dans les conditions initiales, dans les conditions de l'environnement, peuvent aboutir à des évolutions complètement différentes et donc à des structures finales complètement différentes. On dirait donc que notre système solaire a vraiment toute l'architecture qu'il faut et a eu l'histoire qu'il fallait pour rendre la Terre habitable et habitée. Dès les origines, la Terre bénéficie d'un incroyable enchaînement de hasards qui vont la doter peu à peu de caractéristiques uniques favorables à l'éclosion de la vie. Tout juste sauvée par Saturne, notre planète peut continuer sa croissance. Elle est exactement à la bonne distance du Soleil, ce qui va lui permettre plus tard d'avoir de l'eau liquide à sa surface. Mais pourtant, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète était totalement sèche. Là où elle se forme, c'est la zone rocheuse du système solaire. Elle ne peut agglomérer que des poussières très pauvres en eau. Alors cette eau, qui plus tard va permettre la formation de nos océans, d'où est-elle venue? Jupiter, après avoir menacé la jeune Terre, va finalement lui donner un petit coup de pouce. On pense que la formation de Jupiter, la croissance de Jupiter, voire sa migration, ont permis à des corps qui se sont formés dans les systèmes solaires lointains, donc froids et riches en eau, d'être envoyés vers les systèmes internes. Et donc de percuter la Terre en formation et d'apporter leurs éléments à la Terre. Ces corps, des astéroïdes et des comètes, vont enrichir en eau la boule de matière chaotique qu'est encore la Terre. Mais alors que notre planète commence à se solidifier, les molécules d'eau restent piégées dans le sous-sol, au cœur du magma. Et déjà, un mécanisme vital pour la planète va se mettre en place et faire remonter à la surface une partie de l'eau. Un mécanisme encore très actif de nos jours. Les volcans, ces montagnes de feu, ont contribué dès les origines à ramener l'eau en surface. Dans sa jeunesse, la Terre est animée par un volcanisme beaucoup plus intense qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'au premier abord, quand on voit un volcan, on pense à de la lave, du danger, des éruptions qui peuvent être mortelles. Mais en réalité, les volcans ont été indispensables pour la vie telle qu'on la connaît.
C'est la destruction du village de San Juan par le volcan Paricutin en 1944. Les gens ont tout perdu, ils ont dû aller vivre ailleurs. C'était une vraie catastrophe. C'est étonnant parce que l'artiste a représenté le volcan assez petit et toute la région est dévastée. Oui, le volcan a poussé à partir de rien dans un champ de maïs. Personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il surgisse là. Et à l'époque de la destruction du village, il était encore pas très grand. Les volcans ne sont pas en lutte avec la vie. Au contraire, les volcans ont été nécessaires pour que la vie puisse se développer tout au cours de l'existence de la Terre. Alors ça arrive souvent une explosion pareille? Ça arrive, non, pas très souvent. En 6 ans que je suis ici, des aussi fortes, j'en ai peut-être vu 4 ou 5. Ah ouais. Des explosions comme ça, c'est possible qu'il pleuve un peu de cendres sur les villages du flanc est. Il y a du gaz qui sort, mais ce gaz, c'est composé de quoi? Alors, c'est 95% de vapeur d'eau. Sur tous les volcans du monde, la vapeur d'eau, c'est toujours le composant le plus abondant. La vapeur d'eau recrachée par les volcans permet à l'eau piégée dans les entrailles de la Terre de remonter jusqu'à la surface. Depuis les origines, c'est un mécanisme essentiel pour maintenir notre planète hydratée et vivante. Les volcans sont indispensables puisque ce sont grâce à eux qu'il y a des échanges entre l'atmosphère, les océans et l'intérieur gigantesque intérieur de la planète. La Terre n'est pas la seule à être ponctuée de volcans. Ils sont nombreux dans le système solaire. Quand on voit un volcan comme ça fait penser à Mars. Il y a des énormes volcans qui ont un peu cette forme, mais en fait, on sait que sur Mars, c'est souvent des volcans avec de la lave très fluide qui s'est empilée année après année. Des volcans, en fait, on en trouve partout dans le système solaire. En fait, sur tous les corps, il y a beaucoup de chaleur à l'intérieur, et puis l'intérieur brûlant de ces corps va échanger avec l'extérieur sous forme de volcan. Donc, le volcanisme, il y en a partout. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie partout. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que sans volcanisme, sur une planète comme la Terre, eh bien, on n'aurait pas pu avoir de vie. Il y a 4,4 milliards d'années, grâce au panache des volcans, le ciel de la Terre change. Il se charge de nuages. Et bientôt, des pluies diluviennes s'abattent à la surface. Il pleut pendant des millions d'années. Les premiers océans se forment, mais à peine nés, ils risquent de se volatiliser. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir de l'eau liquide. Il faut non seulement de l'eau H2O, mais aussi une certaine pression atmosphérique. Il faut une atmosphère. À la même époque, sur la Lune, et puis depuis toujours, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a jamais eu d'eau liquide, d'océan. Si l'atmosphère terrestre n'est pas assez dense, l'eau va s'échapper dans l'espace sous forme de vapeur. Heureusement, les gaz recrachés en abondance par les volcans vont maintenir une pression atmosphérique suffisante pour que la Terre conserve ses premiers océans. Mais bientôt, les océans de la jeune Terre courent un autre risque, celui de geler. Le Soleil est encore faible, 30% moins chaud qu'aujourd'hui. La Terre a donc besoin d'un effet de serre pour garder sa surface suffisamment chaude et son eau à l'état liquide. Cet effet de serre apparaît très tôt dans l'histoire de la Terre, grâce à la vapeur d'eau et au CO2 présents en abondance dans l'atmosphère. Alors bien sûr, aujourd'hui, tout le monde sait que le CO2 qui augmente à cause de l'activité des hommes est une mauvaise chose. Trop de CO2, c'est pas bon. Mais à l'époque, il en fallait. Et même aujourd'hui d'ailleurs, si on n'avait pas un petit peu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la température à la surface de la Terre serait 15 degrés plus froide.
Et à cette époque-là, avec le soleil un peu plus jeune et moins lumineux, on a eu des températures beaucoup plus froides. La Terre était complètement gelée, à moins 60 degrés en moyenne, et donc pas propice à la vie. Les volcans vont à nouveau contribuer à maintenir la Terre habitable. Dans leur panache, ils rejettent en permanence, en plus de la vapeur d'eau, de grandes quantités de CO2. Le CO2 craché par les volcans s'accumule, l'effet de serre augmente, et on sort de la glaciation. Les océans se déglacent, on pense que c'est arrivé dans le passé. Il y a quelques millions d'années, 400, 500 millions d'années, l'épisode ce qu'on appelle la Terre boule de glace, boule de neige, et la Terre s'en est sortie comme ça. L'effet de serre augmenté, le CO2 s'est accumulé, et puis on a retrouvé un climat propice à l'eau liquide, propice à la vie telle qu'on la connaît. Mais d'éruption en éruption, le CO2 des volcans continue de s'accumuler dans l'atmosphère de la jeune Terre. L'effet de serre pourrait s'emballer et transformer notre planète en fournaise. Heureusement, il y a une soupape de sécurité. Le CO2 a la capacité de se dissoudre dans l'eau. Au fil des millions d'années, il se transforme en calcaire et n'agit plus comme gaz à effet de serre. Il est piégé, inerte au fond des océans, sous une forme minérale. La quantité de CO2 dans l'atmosphère peut donc varier en fonction de la quantité d'eau liquide à la surface de la Terre. Ce mécanisme permet de réguler, sur des échelles de temps très longues, le climat de notre planète. Quelque chose qui est particulièrement fascinant dans le cas de la Terre, qui la rend peut-être unique, c'est que, en fait, tout au long de son existence, très longue, pendant 4 milliards et demi d'années, au moins 4 milliards d'années, eh bien, les variations de l'humidité du Soleil ont été compensées par un effet de serre variable. On pense qu'en fait, il y a un espèce de thermostat géophysique qui maintient toujours la Terre habitable, toujours la Terre avec des océans à la surface. Il manque encore un rouage à ce thermostat pour qu'il fonctionne parfaitement et que notre planète reste hospitalière. Au bout de quelques centaines de millions d'années, tout le CO2 de l'atmosphère risque de se retrouver piégé sous forme de roches calcaires au fond des océans. Le thermostat n'aurait alors plus de fluide pour fonctionner et il pourrait tomber en panne. Un mécanisme propre à notre planète va permettre de réinjecter le CO2 dans l'atmosphère. C'est la tectonique des plaques. Sur une planète comme la Terre, il faut comprendre qu'il y a d'abord autour une croûte, les roches sont froides et rigides, et puis à l'intérieur des roches plus chaudes qui peuvent se déformer, ce qu'on appelle le manteau, qui sont un petit peu molles. Alors, on pourrait imaginer que la croûte forme une coque complète, rigide, comme un œuf, autour de l'intérieur un peu plus mou. Mais sur Terre, c'est pas ça qui s'est passé. Il semble que les mouvements à l'intérieur de cette roche déformable ont été suffisamment intenses pour frotter sur la croûte et par endroits la fracturer. La croûte terrestre se fragmente en une dizaine de plaques. Elles sont emportées à la dérive par les mouvements du manteau. Là où les plaques se rencontrent, elles se chevauchent et entraînent jusque dans les entrailles de la Terre les roches qui jonchent le plancher des océans. Le recyclage du calcaire commence. Sous la gigantesque pression et la chaleur, les roches entrent en fusion et le magma remonte à la surface, emportant avec lui le CO2. Au fil des éruptions, il s'échappe sous forme de gaz par les cheminées des volcans. Enfin dans l'atmosphère, le CO2 sera plus ou moins capturé par les océans en fonction des conditions climatiques. La boucle est bouclée. C'est un thermostat géophysique très particulier et qui a vraiment, on pense, contrôlé les conditions climatiques sur Terre et permis cette vie continue, l'évolution de la vie.
Vous changez un tout petit peu la tectonique des plaques. Au lieu de 10 grandes plaques, vous en avez un peu plus ou un peu moins. Vous n'avez pas le même recyclage, vous n'avez pas la même teneur en gaz carbonique. Et toute l'évolution de la biosphère en aurait été autre. Et derrière cela se pose une autre question assez importante, c'est que cette tectonique des plaques, qui semble être la clé finalement, si on résume, la clé de la vie sur Terre, cette tectonique des plaques, est-ce que c'est quelque chose de très courant dans la galaxie, autour des étoiles, ou unique, très très rare? Quand on regarde dans le système solaire, de la tectonique des plaques, il n'y en a nulle part ailleurs. La tectonique des plaques, c'est peut-être ce qui a manqué aux planètes voisines de la Terre pour que la vie puisse y apparaître et perdurer. Pourtant, une des planètes rocheuses du système solaire semblait bien partie, Mars. Au début de son histoire, avec des volcans, du CO2 et de l'eau, elle a bénéficié d'un environnement proche de celui de la Terre. Donc eu un environnement, il faut l'imaginer, un Mars la bleu avec des lacs, des rivières. Certains parlent d'un océan dans l'hémisphère nord, là où il y a des basses plaines. Et donc on avait un environnement tout à fait comme sur Terre, propice à la vie. Tout semblait donc en place pour que la planète fonctionne. Et pourtant, le visage actuel de la planète rouge montre bien que quelque chose a mal tourné. Sur Mars, eh bien, la planète s'est refroidie plus vite. L'idée, c'est que Mars est 2 fois plus petit que la Terre. C'est un peu comme si on compare une grosse marmite d'eau chaude et une petite tasse de thé. La marmite d'eau chaude se refroidit beaucoup plus lentement que la tasse de thé. Mars, c'est plutôt la tasse de thé. Résultat, l'intérieur se refroidit plus vite et ça n'a pas permis de déclencher, autant qu'on puisse le comprendre, de tectonique des plaques. Il n'y a pas eu ce recyclage qui a permis de maintenir un climat propice à des océans pendant des milliards d'années. Mars a duré que quelques centaines de millions d'années, et donc ensuite c'est devenu une planète très stérile. Le drame de Mars, c'est qu'elle est trop petite. Elle est tombée dans une spirale infernale. À cause de sa faible masse, la gravité n'a pas été suffisante pour retenir son atmosphère. La pression atmosphérique a inexorablement chuté, le vent solaire a tout emporté. Une partie de l'eau s'est évaporée, le reste a gelé. Mars la bleue a laissé la place à Mars la rouge, victime de sa petite taille. Alors là, on se dit, alors la Terre, c'est juste la bonne taille. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus qui fait la même taille que la Terre? Comment ça se fait? Contrairement à la Terre, sur Vénus, il y a presque plus d'eau. L'eau est partie, le manteau est extrêmement sec, il n'est pas très lubrifié. Ce manteau a du mal à bouger, a du mal à entraîner les plaques à la surface. Résultat, sur Vénus, on a une espèce de coquille continue tout autour de la planète et on n'a pas ce mécanisme qui existe sur Terre. Donc on a le sentiment que ce qui est aussi très important, c'est non seulement d'avoir une bonne taille, mais d'avoir de l'eau dans le manteau. La Terre a bien de l'eau pour lubrifier la tectonique des plaques, mais pas Vénus. Pourtant, les deux planètes jumelles se sont formées à partir des mêmes matériaux. Un événement très particulier pendant la jeunesse de la Terre pourrait avoir hydraté ses profondeurs. L'idée, c'est la suivante. Pour que le manteau ait pu être aussi hydraté, aussi riche en eau et aussi bien lubrifié, il a fallu que très tôt dans son existence, la Terre subisse un cataclysme énorme. On pense en effet que la Terre, dans sa jeunesse, a été impactée par une planète de la taille de Mars, qu'on appelle Theia. Quelques dizaines de millions d'années après sa naissance, la Terre va subir un cataclysme qui manque de la détruire. Le chaos des origines règne encore dans le système solaire.
Imaginez qu'en lieu et place de la Terre, on est plutôt des centaines de lunes ou des dizaines de Mars. Et collision après collision, ces objets vont grandir progressivement pour former des planètes. Et puis soudain, un objet de la taille de Mars arrive sur notre Terre et frappe la surface de la Terre à une vitesse qui est de l'ordre de la quinzaine de kilomètres par seconde. La Terre est percutée de plein fouet par Theia. Le choc est énorme et libère une énergie équivalente à plusieurs centaines de milliards de bombes à hydrogène. L'impact est tellement violent que le corps impacteur est détruit, la surface de la Terre elle-même est entièrement fondue. En particulier, le noyau de l'impacteur a pénétré directement le manteau de la Terre et est venu s'incorporer au noyau terrestre. Donc on pense que le noyau de la Terre a fusionné avec le noyau de l'impacteur. La collision est tellement brutale que l'eau contenue dans Theia plonge au cœur de la Terre et se mélange avec l'eau déjà présente. Theia aurait ainsi hydraté les profondeurs du manteau terrestre. Et ensuite, la tectonique des plaques a pu fonctionner grâce à cette eau. Alors c'est spéculatif, mais si c'est le cas, c'est impressionnant parce que ça nous fait réaliser que pour que la vie ait pu exister sur la Terre aussi longtemps, il a fallu cet impact extrêmement fortuit, très tôt dans la vie de la Terre, pour hydrater le manteau, maintenir sa lubrification et ce phénomène qui a permis d'avoir ce thermostat géophysique tout au long de l'existence de la planète. Cette catastrophe va finalement s'avérer bénéfique. La Terre va y gagner une nouvelle compagne qui va jouer un rôle décisif dans l'éclosion de notre écosystème. Du nuage de débris issus de la collision va progressivement naître un nouvel astre, la Lune. Le système Terre-Lune est unique dans le système solaire et unique à notre connaissance dans la galaxie. Donc le système Terre-Lune, c'est un système très particulier où les deux objets sont tous les deux de gros objets. C'est même pour ça que certains astronomes parlent de planètes doubles. À peine née, la Lune va exercer une forte influence sur la Terre, car elle est très massive. L'histoire du couple Terre-Lune est étudiée avec précision grâce aux missions Apollo. Les missions Apollo ont déposé des réflecteurs à la surface de la Lune. Ces réflecteurs sont utilisés aujourd'hui pour réfléchir des lumières laser que l'on émet depuis la Terre, telles que par exemple celle qui est derrière moi, qui est régulièrement émise depuis le plateau de Calerne dans le sud de la France. De nos jours, de nombreux observatoires dans le monde surveillent la Lune, comme ici, dans les Alpes de Haute-Provence. Chaque nuit, des scientifiques utilisent un rayon laser pour mesurer précisément la distance Terre-Lune. Ces expériences sont très importantes parce qu'on peut mesurer le temps que va mettre un laser pour faire l'aller-retour entre la Terre et la Lune, et cela nous permet de mesurer quasiment en temps réel la distance Terre-Lune. Et un des grands résultats qu'on connaissait un petit peu avant, mais qui maintenant est mesuré avec une extraordinaire précision, c'est que la Lune s'éloigne. La Lune s'éloigne à la vitesse d'à peu près 3 à 4 cm par an. Ces mesures ont permis de comprendre qu'à sa naissance, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Peu après la formation de la Lune, s'il y avait eu un être humain qui aurait pu être sur place pour voir notre Lune, la Lune occupait une taille absolument gigantesque dans le ciel parce qu'elle était extrêmement proche. À l'heure actuelle, elle est à 380 000 km de la Terre, alors qu'on pense qu'il y a 4 milliards d'années, elle est à peu près seulement à 15 000 km de la Terre. La proximité et la distance Terre-Lune a eu premièrement pour conséquence de faire des effets de marée plus importants et donc de forcer peut-être l'évolution biologique. Les marées océaniques causées par la Lune
contribuent à la dynamique de notre écosystème et au brassage des océans. L'attraction mutuelle entre les deux astres a également eu un effet crucial sur l'axe de rotation de la Terre. Et cet effet, ce n'est pas simplement les marées océaniques, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'avoir stabilisé la fameuse obliquité, cet angle de 23 degrés que fait l'axe de rotation de la Terre sur elle-même par rapport à sa trajectoire autour du Soleil. Eh bien cet angle-là, il est resté constant depuis plusieurs milliards d'années. Si il n'y avait pas eu de Lune autour de la Terre, eh bien l'axe de rotation de la Terre aurait fait des oscillations. Et l'effet de ces oscillations, ça aurait été une modification très rapide du climat. Et ça aurait pu avoir des conséquences tout à fait importantes sur l'évolution des espèces. Par exemple, en faisant alterner beaucoup plus rapidement des périodes de glaciation et des périodes de réchauffement. La Lune a permis à la Terre d'avoir un climat suffisamment stable pour accompagner la lente évolution de la vie terrestre. Sans la présence de la Lune, la Terre aurait eu à affronter les mêmes bouleversements que sa voisine Mars. Sur Mars, les lunes Phobos et Deimos sont tellement petites qu'elles ne jouent pas du tout leur rôle de stabilisateur de l'axe de rotation. Il y a eu effectivement de très grandes amplitudes de variation de l'axe de rotation de Mars. Et d'autant plus que cet axe de rotation, c'est pas qu'il se met à basculer, ensuite il revient, c'est qu'il se met à se balader à la surface de Mars. Mars est devenu un désert. La Terre, un jardin d'Éden. Les destins très différents des deux planètes ont été en partie scellés par cet impact catastrophique. Chaque fois qu'une planète subit un impact géant, c'est comme un tournant qu'elle prend dans son histoire. Et donc là, on voit le rôle du hasard apparaître. C'est-à-dire que chaque planète, collision après collision, va se bâtir, mais de manière totalement différente, au gré des impacts qu'elle subit. Vous changez un tout petit peu les paramètres de ce choc, vous allez changer totalement l'histoire de l'évolution de la Terre. Si le choc avait été frontal, on ne serait pas là. Tout aurait disparu. Si le choc avait été très rasant, on ne serait pas là non plus parce que l'essentiel des débris aurait été tellement lointain qu'ils n'auraient pas été capables de former un disque dans lequel la Lune serait accrétée. L'état actuel du système Terre-Lune résulte d'une très grande série de hasards et qui font du système Terre-Lune un couple unique. La Terre possède maintenant un climat stable, une atmosphère et de l'eau liquide. Tout semble en place pour que la vie apparaisse et évolue. Mais il manque encore les ingrédients de base de la vie, les molécules organiques. Tous les organismes vivants sur Terre se sont formés à partir des mêmes briques élémentaires, de longues molécules à base de carbone. Les scientifiques pensent qu'une grande partie de ces molécules seraient venues de l'extérieur de la Terre. Les molécules organiques, qui sont ces éléments de base dont on pense qu'ils sont nécessaires pour faire de la vie, on les trouve dans le milieu interstellaire. On les trouve aussi dans des météorites. Certaines comportent par exemple 60% de matière organique, ce qui est énorme. Et tout ça, ça vient sur Terre. Les molécules organiques originelles qui auraient ensemencé la Terre ont été conservées dans la zone externe et froide du système solaire. Le mystère du voyage des premières briques du vivant vers notre planète a récemment été éclairci par la mission Rosetta, la première à tenter de se poser sur une comète. Jean-Pierre Bibring a été l'un des instigateurs de cette mission audacieuse. Ça, c'est ce qu'on a tous vu le 14 juillet 2014. Quand on a reçu ça, on s'est dit, c'est pas possible, on ne pourra jamais se poser sur ce truc-là, c'est infaisable. Tout ça, c'est tout petit, hein, ça fait quelques kilomètres, ça fait 4 kilomètres en tout là.
Et en plus, qui tourne beaucoup sur lui-même autour d'un axe à la noix, on s'est dit, mais on ne pourra jamais trouver un endroit où se poser. Ça va être complètement fou. Quelques mois plus tard, la sonde Philae parvient malgré tout à se poser sur la comète Chury. On voit ici le pied de Philae, un objet fabriqué quelques années avant que cette image ait été prise. Et ici, l'objet le plus vieux du système solaire, tel qu'il était quand il s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Et c'est la première fois, et probablement pour un bon moment encore, qu'on s'est posé sur une comète. Ouais. J'adore ces images-là parce que c'est inimaginable de penser qu'on a découvert un objet dont on n'avait aucune idée de ce à quoi il pouvait ressembler et surtout de quoi il pouvait être fait. Et quand on regarde avec la résolution, on voit que ce sont des grains qui font jusqu'à quelques millimètres et chacun de ces grains, c'est un ensemble de molécules organiques structurées. Voilà. Et c'est ça qu'on a essayé d'analyser, qu'on a commencé à analyser. Dès les premières analyses, les scientifiques réalisent que les comètes sont très différentes de ce qu'ils avaient envisagé jusque-là. Il n'y a pas du tout d'eau à la surface de cette comète. Il n'y a pas une once de glace solidifiée. On pensait que c'était de la glace essentiellement avec quelques molécules dedans. En fait, c'est le contraire. L'ensemble de ce qu'on voit là, c'est de la matière organique. Avec la mission Rosetta, les scientifiques ont découvert la richesse des comètes en briques du vivant. Jusqu'ici, ils pensaient que seuls les astéroïdes, des petits corps rocheux, en étaient pourvus. Depuis la naissance du système solaire, comètes et astéroïdes gravitent dans les régions froides, là où ils ont capturé et stocké les molécules organiques originelles. Ensuite, les comètes et les astéroïdes, véritables messagers de la vie, transportent ces molécules jusqu'à l'intérieur du système solaire. En passant à proximité d'une planète, les briques du vivant vont être disséminées à la surface. La planète va être ensemencée. Les scientifiques aimeraient analyser en laboratoire des molécules organiques semblables à celles qui sont tombées dans les océans terrestres. C'est le but de la mission Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise, ramener sur Terre quelques fragments de cette matière organique originelle. La collecte des échantillons a eu lieu en juillet 2019 à 300 millions de kilomètres de la Terre. Et cela a été un succès. Le moment, c'est pile le moment où il a touché. On voit ici le pied qui touche le sol ici. C'est ahurissant. Et hop, et on le voit après repartir. Parce que le principe de collecte des échantillons, c'est qu'il ne reste pas à la surface. Il arrive, il descend, il se pose. Au moment où il se pose, il tire un boulet qui éjecte des grains et hop, il repart tout ça. Et tout ça, ça se fait en quelques secondes. Et tout ça se passe très loin de la Terre, bien sûr. Oh, c'est ahurissant, ça. C'est complètement fou, quoi. Et on espère que dans ces échantillons, il y a du matériau carboné, ce à partir du quoi on pense la vie sur Terre a pu évoluer. La sonde ramène dans ses bagages 1/10 de gramme de précieuses briques du vivant, semblables à celles qui ont ensemencé les planètes du système solaire voici 4 milliards d'années. Ce qu'on souhaiterait à partir de ce matériau-là, c'est de comprendre quels étaient les ingrédients de départ qui, mis dans une eau particulière qui était celle des océans terrestres primordiaux, ont permis de constituer la grande chaîne de la biologie terrestre. Comètes et astéroïdes pourraient être les maillons manquants d'une longue chaîne. Cette chaîne commence avec les molécules simples du nuage de poussière des origines et va jusqu'aux briques élémentaires à partir desquelles la vie terrestre a évolué. C'est la chaîne de la vie. Mais la matière carbonée dont on parle, celle qui est arrivée dans les océans terrestres, c'est une matière carbonée qui est passée par tout un tas de stades d'évolution en température très particulière, de moments très particuliers ou une étoile très particulière. Notre Soleil a envoyé un rayonnement très particulier. Cette matière organique a continué à se modifier pendant son voyage vers notre planète.
Elle est donc le fruit d'une histoire singulière que les scientifiques tentent de reconstituer.